Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc oui, bienvenue à Horreur Québec, le balado, après une petite pause de un mois finalement, là, qu'on a pris pour se reposer. On avait eu beaucoup de choses dans les derniers temps. Toujours en compagnie de Chloé. Moi, c'est Raphaël. Salut Chloé. Allô, ça va? Ouais. Et toujours avec Eric aussi, qui était là, lui aussi, ça fait un petit bout qu'on n'y a pas parlé. Ouais. Écoute, je suis comme Jerry Boulet, toujours vivant. Quand même, après une COVID qui m'a pratiquement achevé. Non, pas tant que ça, là, mais qui m'a passé dedans. Écoute, je suis très heureux d'être de retour parmi vous. Mon Dieu, je me suis ennuyé de vous autres. Ouais, nous, c'est pareil. Ça aussi. Écoute, On a un épisode, ouais, on a un épisode super cool à vous présenter aujourd'hui, en fait, avec un auteur, un écrivain, Marc-André Pilon. Ça va, Eric? Oui, mais je m'en allais dire, écoute, tellement ça fait longtemps, on dirait que vous avez grandi tous les deux. Je suis coupé sur ton élan. Continue, c'est intéressant ce que tu dis. Non, mais c'est bon. Fait que, peut-être que je commencerai avec toi, dans le fond, vu que tu as l'air d'avoir le goût de parler pas mal. Qu'est-ce que tu fais de bon dans les derniers temps? Est-ce que tu as le goût de te présenter? Ça commence fort, hein? Je veux dire, the bitch is back. Quand même. Écoute, chance c'est toi, parce que sinon je le prendrais personnel. Mais non, je sais que tu es amour. Non, non, franchement. En fait, tu m'as demandé tantôt qu'est-ce que j'ai vu dehors. J'ai vu vraiment plein de choses. COVID oblige, j'ai écouté plein de films. Mais là, en fait, semaine, on a fait, vous vous souvenez, on a fait deux podcasts. Deux, pas un, mais deux podcasts sur Resident Evil avec notre ami Daniel d'Horreur FM. Bref, j'ai enfin écouté Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui est disponible gratuitement, qui est disponible sur Prime. Il faut quand même payer votre abonnement, les petits snow. Mais écoutez, j'ai été agréablement surpris. Et c'est intéressant parce que je l'écoutais avec mon chum qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. OK. Il connaît seulement les films. Et c'était intéressant parce que moi, je disais, c'était l'affaire. Oh mon Dieu, c'est comme dans le manoir. Oh mon Dieu, c'est la station de police. Oh mon Dieu! Les gars, moi, je m'en calisse, ça. Je m'en tape un peu. Donc, c'est intéressant de voir quelqu'un qui n'a pas joué et quelqu'un qui a joué. C'est une autre expérience. J'imagine. Je dis pas que le film est meilleur parce que tu comprends toutes les références. Mais je pense que ça doit aider, en tout cas. Là. Oui, c'est un petit plus. C'est un petit, c'est le petit wasabi dans le sushi. C'est le petit kick. Écoute, là, je vais dans une soirée de bondage. Je sais pas, là, j'ai pas d'exemple qui vient d'autre en tête. Dans une soirée. C'est n'importe quoi. Bref, c'est vraiment un savoureux mélange de Resident Evil 1 et de Resident Evil 2 avec nos sympathiques personnages Chris Redfield, Claire Redfield et Leon, j'ai oublié son nom de famille. S. Kennedy. Merci. Qui est un peu niaiseux. Ouais, qui est un peu l'espèce de comic relief étrangement. Ouais, là, mais... ouais, il est moins poseur que dans les jeux vidéo, mais il est un petit peu plus naïf. C'est un bon vivant de la vie, un peu simplet. Bref, mais j'ai été agréablement diverti. Sérieusement, bref, fan de la série, écoutez ça. Ouais, moi, c'est moi qui ai fait la critique pour Horreur Québec. Je vais donner 3 étoiles. J'avais trouvé ça correct. J'avais trouvé ça plutôt bien. Puis je pense que tu dis que savoir les détails, savoir les Easter eggs, c'est pas tout, mais je pense que ça aide à apprécier le film beaucoup. Là. Oui. Je pense que quelqu'un qui connaît rien de ça peut trouver que on s'attarde sur des shots pour rien ou que. Ouais. En tout cas. Mais c'est quand même pour un truc avec pas de budget oui. Puis pour rebooter la saga, moi j'ai trouvé ça bien correct. Oui. Puis tu sais, honnêtement, la franchise aurait dû commencer comme ça. J'ai rien contre le premier Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Merci.
Mais ça aurait dû commencer. Beaucoup plus fidèle aux jeux vidéo. Bref. C'était mon opinion. Et je la partage. Ça me laisse super content d'avoir ton point de vue dessus. oui, quand même. Mais vous deux, mes petits... mes petits... excuse, tu comprends, OK? Tu comprends ça? Oh, ouais. J'ai recommencé mes deux petits... OK, oui, c'est bon. Je voulais dire mes deux petits plans d'avenir, ça n'a pas sorti. Mais vous deux, mes petits plans d'avenir, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti ces derniers temps d'horreur? Raph, vas-y, je te laisse. Ben, moi, en fait, la semaine dernière, je suis allé à Mini Park voir Altered State, qui j'avais le goût d'en jaser parce que c'est un film que j'avais jamais vu, j'avais même jamais entendu parler. C'est une amie qui m'a dit il y a ça qui joue, ça tente qu'on y aille, puisque j'étais à Montréal la semaine dernière. J'ai fait ouais, pourquoi pas. Puis j'avais littéralement rien du film. Je suis arrivé là, puis j'ai pris quand même une claque, je dois avouer. Donc, je vais le résumer un peu juste sans trop aller dans les spoilers pour vous dire un peu c'est quoi, puis vous encourager à le voir. Altered State, c'est fait de 1980 qui met en scène, qui met en vedette, en fait, Feu William Hurt, qui est décédé cette année, tout récemment, qui est réalisé par Ken Russell, que moi, je connaissais pas de nom, mais que j'ai vu une couple de ses films après avoir checké sur Wikipédia. Dans le fond, le principe du film, c'est que c'est un scientifique, joué par William Hurt, qui fait des expériences sur le fait de se faire priver de ses sens là, dans des caissons, où c'est que tu es dans l'eau puis que tu as des trucs qui te bouchent les oreilles, les yeux, pour voir à quel point ça peut relever des niveaux de conscience différents, voir qu'est-ce que ça peut te dire sur toi en tant qu'être humain, d'être dans ce genre d'isolation-là. Puis d'essayer de pousser la chose encore plus loin, parce qu'il y a comme l'intuition qu'en prenant des drogues hallucinogènes, on va être capable de pousser le truc encore plus loin. Puis, dans le fond, lui, son principe, là, ce qu'il essaie de démontrer en tant que scientifique, c'est que en allant dans ces niveaux de conscience différents-là, on est capable de retourner à l'espèce d'être humain primal et éventuellement peut-être même à la forme de vie primale. Fait qu'au début, ça commence comme une espèce de film un peu psychédélique à Alejandro Jodorowsky, là, avec des scènes hallucinogènes années 80, 70, avec du fond vert un peu bizarre, puis des imageries genre de Jésus avec un masque de monstre qui se fait crucifier. Oh! Puis des choses comme ça. Puis là, t'es comme, OK, c'est ce genre de film-là. Là, ça twist un peu dans une espèce de drame un peu... limite soap opéra, à certaines limites, avec une espèce d'histoire d'amour de famille qui va pas super bien. Là, ça prend une twist à un moment donné que ça vire en espèce de film de série Z de loup-garou étrange, là, que je vais pas trop en dire. Puis ça se termine en genre de 2000 au-dessus de l'espace. Là. Ça va dans tous les sens. Oh, wow! C'est vraiment un film spécial. J'étais vraiment content de le tomber dessus par hasard puis de le voir en salle en plus à Mini-Park. C'est toujours le genre de film qui... je ne sais pas s'il va y avoir d'autres occasions de le revoir sur grand écran, mais ça peut valoir la peine. Sinon, c'est sûr que ça se trouve relativement facilement. Ça fait les années 80. Je vous encourage vraiment à y jeter un œil. Si vous aimez des films un peu fuckés, là, moi, c'est mon genre, justement, de mélange de tons, là, de films un peu psychédéliques que tu te poses des questions, puis après ça vire en truc genre ultra risible de série Z. Moi, c'est le genre de truc qui me parle, évidemment. Donc, je vous encourage vraiment à vous trouver une façon de le voir. Ça s'appelle Altered State de Ken Russell. Oh! Ah, moi, je ne l'ai pas vu encore, mais là, tu me le vends encore plus. Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu as fait de bon? Mais moi, j'ai 2 recommandations. Première, je suis allée au cinéma. Ça faisait longtemps que j'attendais ce film-là. C'est quoi? C'est Men de Alex Garland. Donc, j'avais vraiment hâte de voir ce film-là. Puis, j'ai pas été déçue. C'est vraiment bon. La bande-annonce, si vous l'avez vue, elle met vraiment très bien le ton, là. Un petit peu trop, peut-être, là. C'est le genre de film que peut-être pas voir la bande-annonce parce que vous savez un peu tout ce qui va se passer. Bon, bref, ça, c'est un classique des dernières années. Mais sinon, oui, c'est excellent. C'est très anxiogène, extrêmement anxiogène. On se sent isolé, comme on sent bien l'isolation en tout cas, du personnage principal, puis son absence de recours. Puis évidemment, il y a le sous-texte qui est à peine un sous-texte, là, qui est plutôt un texte qu'on pitch d'en face. Là. C'est très clair. C'est très clair. Donc, j'ai l'impression que c'est un film qui va faire parler.
Ah oui. D'ailleurs, je trouve qu'il ne fait pas beaucoup parler. Je m'attendais à ce qu'on ait plus de discussions animées par rapport à ça, en tout cas du moins sur les réseaux sociaux. Je me demande si le fait que le réalisateur est un homme joue pas dans la balance, dans le fait qu'on n'en parle pas autant que... j'ai l'impression que oui. Ouais, c'est une bonne question, par exemple. Une excellente question. Moi aussi, je l'ai vu et c'est le genre de film qui va te diviser, hein, parce que moi, nous, on était 4 et on était 2 qui avons adoré et 2 qui ont haï ça pour mourir. Ben, c'est très A24. Oui. Il y a tous les codes classiques des films d'horreur de A24, c'est-à-dire beaucoup de je vais trouver le mot. Slow burn? Symbolisme. OK, ouais. Beaucoup de symbolisme, une métaphore à la fin, puis c'est ça. Puis aussi, effectivement, c'est assez slow, mais c'est pas si slow, là. On n'est pas... on parle pas d'un slow, genre de slow burn à la The Witch, là. On est vraiment... C'est un petit peu plus rapide quand même, là. Oui, mais il y a... Écoute, c'est drôle, tu parles de Witch. Il y a comme une ambiance un peu à la The Witch, d'anxiété. En tout cas, bref, Ben, il y a des liens à faire avec le folk horror, en fait. Le lieu dans lequel elle se trouve. c'est magnifique en passant. Hein? Oui, oui. C'est vraiment... Est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas encore vu. Évidemment, je vais y aller aussitôt que... Mais qu'est-ce que tu fais avec nous? Va-t'en! Va voir! Oui, mais bref, oui, non, excellent film. Puis l'autre, là, j'ai une nouvelle obsession. Okay. L'obsession s'appelle Killer Psyche with Candice DeLong. Je tiens à préciser parce que je vais encore parler de Wondery. Je pense que ça fait 3 épisodes que je plug cette compagnie de production de podcast-là. Non, on n'est pas subventionné ou on ne reçoit aucun argent de Wondery. S'ils veulent nous en donner, go. Hein? C'est ça. Moi, je suis toujours preneur. If you listen to us, Wondery, I love you. Please send me money. OK. Mais non, j'ai finalement téléchargé l'application dont je parlais la dernière fois de Wondery. C'est gratuit. Il y a une version payante. On peut avoir 2 semaines d'essai gratuit, mais je pense que la seule chose qui est différente, là, c'est tu n'as pas de publicité finalement. Là. Mais sinon, l'application est gratuite. Puis, ce podcast-là, Killer Psyche, en fait, l'autre, qui s'appelle Candice DeLong, je le répète, c'est une ancienne agente du FBI. Okay. Elle a commencé comme infirmière dans un aile psychiatrique. C'est quelqu'un qui est venu la chercher parce qu'il avait besoin de profileurs pour le FBI. Puis elle a commencé, puis là, on parle il y a des dizaines d'années. La madame, elle a une longue carrière. Puis c'est elle, entre autres, qui est allée... Elle a fait partie de l'équipe qui est allée chercher le Unabomber. Comment il s'appelle? Unabomber? Ouais. Attends, je vais aller chercher parce que là... Ouais. Non, mais tu l'avais, je pense. Unabomber. Oui, c'est ça. Unabomber, donc Ted Kaczynski. C'est une de celles qui est allée chercher, donc elle peut nous raconter. Le premier épisode, c'est là-dessus d'ailleurs. Elle nous raconte son expérience, qu'est-ce qu'elle a remarqué quand elle est allée chercher. Mais surtout, pour chaque épisode, elle va vraiment, on parle beaucoup de la psychologie, des tueurs, pourquoi ils ont fait ça. Tout le monde, tous les podcasts, les films, essayent tous d'identifier c'était quoi le problème, les causes. Mais elle va beaucoup plus loin que tout le monde. Elle est capable de dire telle personne avait telle maladie mentale. Dans son cas, la maladie mentale qu'elle avait, ça causait ça. Ou selon moi, cette personne-là était comme ça ou était, par exemple, une des tueuses avait été accusée d'être borderline, avoir
trouble de personnalité limite. Puis elle explique, selon moi, je ne crois pas que cette personne, parce que puis là, elle va donner tous les types de personnalité, les symptômes d'une personne qui a un trouble de personnalité limite. Qu'est-ce qui fait que, selon elle, elle a ou n'a pas cette affection-là? Puis, en quoi ça l'a influencé cette personne-là à commettre le crime, puis aussi dans son passé, qu'est-ce qui a causé, par exemple, qu'est-ce qui était, on dit souvent que la maladie mentale, c'est à la fois génétique, mais aussi par rapport à ton environnement. Donc, quelle étape de l'enfance ou de la vie du tueur ou de la tueuse a pu influencer ses choix plus tard dans sa vie? C'est extrêmement intéressant. Je suis rendue, je pense, à l'épisode, là, il y a plusieurs saisons, je pense qu'il y a au moins 3 saisons. Je suis rendue à l'épisode de Pedro Rodrigues Filho, le Dexter brésilien. Je ne fais que ça. Ça fait 3 jours. J'écoute cette femme du matin au soir. Dès que je peux, dès que j'ai une minute, je mets mes écouteurs, je l'écoute. C'est fascinant. Je vous la conseille absolument. Cool. Ouais, voilà. Je ne sais pas si mon enthousiasme est assez visible. Ouais, c'est palpable. Allez-y, c'est bon. Mais allez voir Men. Après ça, vous oui, allez voir Men. Oui. Puis, c'est ça, la raison pour laquelle je parlais de l'application de Wondery, c'est que le podcast est disponible seulement sur l'application. Je pense qu'il y a peut-être la première saison qui est disponible sur Spotify, mais les autres sont disponibles seulement sur l'application. Voilà. Ben, cool! Super! Fait qu'Éric, est-ce que tu lances dans les nouvelles? Tel Pierre Bruno, je suis toujours prêt. Donc, on va commencer avec les nouveautés horreurs à voir en juin. Écoute, ça sent les vacances. Chloé, ta fille, finit bientôt. Oui. Moi, il me reste 3 semaines. Puis, 2 mois de vacances après. Merci, bonsoir. Donc, ça va prendre quelque chose pour nous driver un peu, pour nous exciter pour ces derniers 1000 scolaires. En tout cas, pour nous, le reste, on s'en fout, pauvre vous. Bref, je commence avec le 3 juin, un gros film qui va sortir, le dernier de Cronenberg, Crime of the Future. Yeah! Qu'on l'attend tous impatiemment. On va du contenu aussi sur Horreur Québec qui s'en vient par rapport à ça. Là. OK. Donc, je vais dire en français, les crimes du futur. Donc, il est question de transhumanisme, un mouvement qui, à l'aide du progrès de la science et de la technologie, prône l'idée de transformer l'homme pour créer un post-humain aux capacités physiques et intellectuelles supérieures, en plus de supprimer le vieillissement ou même la mort. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'il y a aussi... C'est le synopsis qui fait le plus Cronenberg que tu peux imaginer. Oui. C'est tellement... Oui. J'ai l'impression que, écoute, ça sera vraiment pas original ce que je vais dire, mais je pense que ça va diviser. J'ai déjà entendu des bonnes critiques, des mauvaises. Bref, je pense que ça va être à voir. Donc, je répète, le 3 juin, Crime of the Future par Cronenberg. Et là, moi, je vais vous dire, le 24 juin, je risque d'être au cinéma pour fêter la Saint-Jean. Ah ouais? Oui, parce que c'est un film que j'attends et tu sais, le phénomène de peut-être trop voir la bande-annonce, j'essaie d'éviter le plus possible parce qu'au cinéma, malheureusement, je peux pas faire grand-chose, je peux pas me sauver. Bref, The Black Phone. Oui. Avec Ethan Hawke, 10 ans après Sinister, c'est réalisé par Scott Derrickson qui a réalisé le premier Doctor Strange. C'est une histoire adaptée d'une nouvelle de Joe Hill qui nous raconte le point de vue d'un petit gars de 13 ans qui a été enlevé par un tueur d'enfants et enfermé dans un sous-sol insonorisé. Il reçoit des appels de victimes décédées aux mains du psychopathe. Il y a un téléphone déconnecté. Moi, c'est mon genre de film. Vous savez comment je crie comme une petite fillette. Donc, je sens que ça va être ça.
Bref, je l'attends avec impatience. Le 24 juin. Est-ce que vous êtes excité ou. Oui, beaucoup, bof? en fait. Oui. Ben, je suis tellement fan du premier Sinister que Scott Derrickson, il y a comme un passe-droit pour à peu près tout ce qu'il va faire dans le futur. Là, je vais suivre sa carrière assidûment, c'est certain. Là. Fait que très enthousiasmé. Cool! Ouais, je pourrais dire mot pour mot exactement la même chose qu'elle vient de dire. Mais. C'est bon, c'est bon. Entre les deux, si vous êtes. Si vous cherchez quoi écouter, entre les deux, le 9 juin. C'est moins rare, mais c'est Jurassic World Dominion, parce que c'est des créatures géantes qui détruisent tout sur leur passage. Bref, et c'est l'occasion de retrouver. Écoute, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. J'imagine que oui. Le casting original qui revient. Oui, ben là, c'est ça. Je voulais dire, écoute, écoutez pas ce bout-là. On retrouve Sam Neill et Laura Dern qu'on avait dans les premiers films. Donc, ça, j'avoue, moi, j'ai perdu intérêt de Jurassic Park. Mais là, quand j'ai vu Sam Neill et Laura Dern, j'ai fait ouf! Peut-être que j'irai le voir. Parce que ça m'a titillé un peu. Ah oui, certainement. Là. Bref, on retourne sur les plateformes. Ceux qui ont, écoute, et là je m'inclus là-dedans, là, qui ont crié pendant Host. Je ne sais pas vous, mais moi, Host, 50 minutes bien remplies de cris. Ah oui, moi j'ai crié, écoute, j'ai crié tellement fort, puis pas un cri normal, là, un cri animal. Là. La scène, quand elle monte l'escalier, là, puis il y a comme une face qui apparaît, là. Je te jure, j'ai crié là, comme. Tu sais, on dit que les hommes, des fois, quand ils ont peur, ils crient comme une femme. Là, oui, ben, moi, oui. j'ai crié comme un homme. Oh. C'était pas un hi, c'était un ah! Ben écoute, ça va t'intéresser dans ce cas-là parce que le réalisateur Rob Savage revient avec un film de style found footage screen life avec Dashcam qui va arriver le 3 juin prochain. Entièrement tourné. Le jour de ma fête. Comment? Le jour de ma fête. Bon Dieu, Seigneur. Ben, écoute, en plus, le Cronenberg et ça, bon Dieu, Mais oui. Écoute, t'es ravi, toi, là, t'es comblé. Donc, achetez-y pas de cadeau. Elle est déjà comblée, elle n'a pas besoin d'autre chose. Une blague, gâte est là. Bref, je vais finir par faire ma phrase. Oui, vas-y. Entièrement tourné, c'est ça, c'est entièrement tourné du point de vue d'un iPhone et de la caméra du tableau de bord de sa voiture. Le film suit les conséquences horribles qu'une femme doit affronter après avoir voulu échapper aux restrictions liées à la COVID en voyageant. Ne jamais défier les règles sanitaires en vigueur. Écoutez les règles. Le premier film aussi, c'était le premier film qui se passait durant la pandémie. COVID. Oui, au tout début, là. Écoute, c'était brillant. C'était brillant pour ça. Bref, je rappelle la date, le 3 juin. Aussi, mon Dieu, écoute, je pense que ça va être occupé, là, Chloé. Le 3 juin aussi, on a sur demande un film de zombies Unhuman de Marcus Dunstan, réalisateur et co-scénariste de The Collector, où une bande d'étudiants rebelles doit s'unir pour espérer vaincre une horde d'inhumains sauvages. Donc, si c'est au plus votre tasse de thé, c'est le 3 juin aussi. Le 24, on enchaîne avec le tout premier film de la cinéaste canadienne Nila Inuk-Suk. C'est le film Slash Back. En français, horreur boréale, qui nous entraîne dans l'Arctique, alors qu'une petite ville, je ne vais pas massacrer le nom, Pangnirtun, au Nunavut, est en proie avec une invasion d'extraterrestres. Les adolescents du coin, mais quand même pas pire. Les adolescents du coin devront prendre les choses en main. Il va y avoir aussi une sortie de DVD prévue pour le 26 juillet. Donc, si vous voulez voir la bande-annonce, elle est disponible sur notre site. Aussi, le 24 juin, écoute, ça va l'air pas mal dégueulasse. Écoute, nos yeux seront rivés sur les abcès dégoulinants de 6 cinéastes. Tyler Russell, c'est distribué par Raven Banner. C'est une comédie horrifique style série B, donc c'est pour toi, Raphaël. Ouais. Mais on va dire la star de Troll 2, George Hardy, dans le rôle de médecin qui crée par inadvertance un monstre à kyste qui terrorise son cabinet. Donc, si ça vous intéresse,
Pourquoi C'est pas? sûr que moi, je me pitche dessus. Hey, Oui. Mais c'est Troll bien 2, dégueu. film culte s'il en est. Oui, excellent film série B d'ailleurs. En rafale un peu, il y a des sorties physiques aussi ce mois-ci. The Northman, l'excellent The Northman. Si vous ne l'avez pas vu, écoute, moi, je pense que je vais même me l'acheter. Excellent film. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur cette année à date. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et juste la participation de Björk m'a complètement comblé. Bref. Aussi, il y a de l'excellent de Feast. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de Feast. Je vous en ai parlé pendant le dernier Fantasia. C'est un souper qui tourne mal. Mm-hmm. Ça aussi, c'est à voir. Excellent film aussi. Il y a Midnight qui sort le 7 juin. En fait, ces 3 films-là sortent le 7 juin. Morbius aussi va être disponible au mois de juin, qui apparemment n'est pas très bon, mais bon, si vous êtes fan de super-héros, ça va peut-être vous intéresser. Le coffret, connexion de la franchise Final Destination. Yeah! Que je vous ai... non, mais, oui, écoute, mais... on en a déjà parlé une fois, puis c'est moi qui vous en avais parlé. Ben oui, puis tu nous as dit que le dernier film, il était excellent, d'ailleurs. Attends, là... Je vais rectifier. J'ai dit que le dernier film de la franchise était quand même potable, mais la fin a fait en sorte que, oh wow, OK, je l'avais pas vu venir. C'est pas un chef-d'œuvre, on s'entend, là. Quand même. Mais ça vaut la peine d'être vu. Il va y avoir aussi l'excellent You Are Not My Mother qui va sortir en DVD. Si vous ne l'avez pas vu, film, attends, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'était irlandais ou dans ce coin-là. Allez voir ça. C'est disponible sur, vous pouvez le louer sur Apple TV. Beau petit film d'horreur. Sinon, il y a aussi le récent remake Firestarter, le 28 juin. Ouais, adapté de Stephen King. Oui. Je me trompe-tu ou tu l'as vu, toi? Non? Non, pas encore. Je l'ai pas vu. OK. Bon, les critiques ne sont pas vergeuses, mais bref. Et je termine. Pas que je termine, mais je termine la longue liste, hein, parce qu'il y a quand même des trucs qui sortent pas mal. Sur Netflix, là, ils ont gâté avec Stranger Things, là, mais là, c'est plus mort durant le mois de juin. Mais... Je peux-tu passer un message public? S'il vous plaît, attendez minimum 14 jours avant de publier des spoilers sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Oui, parce que là, Chloé... Stranger Things. Chloé nous a pété une coche tantôt. Elle pleurait, elle hurlait. Je crois même que des animaux sont morts derrière elle. C'était apeurant. Bref, arrêtez de spoiler. Merci. Ouais. Oui, parce que, écoute, on veut continuer à vivre. Là. Je suis traumatisé vers elle. Mais si vous voulez vous calmer, ou peut-être que Chloé, si tu veux te calmer un peu, oui. t'auras la chance. Écoute, c'est la seule exclusivité horrifique chez Netflix. Ça s'intitule First Kill, qui m'en va dire une jeune vampire qui prend un peu trop goût à sa prochaine victime, une chasseuse de vampires. Donc, il y a des espèces de ressemblances à Twilight. Donc, si c'est votre tasse de thé, si Chloé, toi, c'est ton genre, ben écoute ça va te calmer. Ça a l'air un peu eau de rose, tu sais. C'est pas tant mon genre, mais allez-y. Ben, écoute, je vais terminer peut-être avec 2 petites mentions. Shudder, qui vont présenter Mad God, qui est un projet quand même ambitieux et je pense qu'il était sur, je ne sais pas combien d'années, une dizaine d'années. Il a été présenté à Fantasia l'année passée. Ouais. Assez fou, quand même. Assez fou comme film. Moi, j'avais. En fait, Jurassic Park, tantôt, d'ailleurs, c'est le gars qui fait les effets spéciaux du premier Jurassic Park. C'est Phil Tippett qui est derrière ça. Là. Bon, tu vois, t'en pensais plus que moi. Mais moi, j'avais aimé ça, mais correct. Mais si vous êtes fan de stop motion, écoute, je pense que c'est un must-see. C'est tout le travail qu'il y a dedans, par exemple, c'est quand même assez fou. Là. C'est cool qu'il arrive sur Shudder parce qu'on n'avait pas vraiment de nouvelles au niveau de la distribution depuis qu'il était passé à Fantasia. Fait que très nice. Et tu vois, et là, écoute, Raphaël, tu vas être content. Sur Crave, ils nous amènent un petit doublé. Candyman. Et Candyman
version de 2000, attends, 2018 pas tout. 2021. Hey, hein? Ouais, c'est quoi? Bon Dieu, le temps passe vite pour moi, tu sais. Bref, donc, Raphaël, ça sera ta chance de te replonger dans cet univers que tu aimes tant. Et peut-être que la troisième fois va être la bonne. Hein. Écoute, j'espère. Écoute, j'ai réussi, je veux dire, écoute, tranche de vie, j'ai réussi à mettre la main sur la trame sonore en vinyle de Candyman qui était indisponible partout. Donc, je remercie 33 tours. J'ai réussi à pogner ça là-bas. On les salue. Et il y a The Night House aussi qui va être sur Crave. Si jamais vous ne l'avez pas vu, excellent film. Et là, je termine. Écoute, je jase, ça ne finit plus. Mais j'ai fini avec une nouvelle qui me trouble un peu. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je vois les images de ce film indépendant, ça me trouble. Ça vient me chercher. Mm-hmm. Et là, je te parle du film Winnie the Pooh, Blood and Honey. Donc, on pourrait traduire par Winnie the Pooh, sang et miel. Donc, c'est un nouveau film d'horreur indépendant. Écoute, la production anglaise, c'est Rice Frake Waterfield qui écrit et réalise le film, qui met en vedette des inconnus, puis ça ne me tente pas de vous le nommer, mais ça écoute, je suis sûr qu'ils sont tous bons. Et là, je vous mets, en contexte. Pooh et Porcinet seront les principaux vilains. Ça donne un carnage après avoir été abandonné par Christopher Robin, trop occupé à l'université. Bon, je comprends, le pauvre petit est occupé. Ce dernier s'est éloigné d'eux et il ne donne pas de nourriture, ce qui rend la vie de Pooh et Porcinet assez difficile. Pas aux autres, dans le fond. C'est une triste histoire. C'est un drame, dans le fond. Parce qu'ils ont tellement dû se débrouiller seuls, ils sont essentiellement devenus sauvages. Donc, ils sont retournés à leur racine animale, ne sont plus apprivoisés. Ils sont comme un ours et un cochon dangereux qui veulent se promener et essayer de trouver une proie. Parce que tout le monde sait que les cochons, c'est leur instinct, c'est de tuer. Ben, c'est ça. Donc, écoute, la date de sortie du film reste à confirmer. Mais je vous invite à aller voir les images sur Horreur Québec. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que. Oui, vas-y. Justement, Winnie the Pooh s'est rendu libre de droit depuis quelques mois. Là, justement, c'est pour ça que ce film-là peut exister et qu'ils ne vont pas se faire poursuivre par Disney. Là. Non, c'est ça. Ben, regarde, depuis le. Attends, je l'ai ici la date, là, depuis le 1er janvier 2022. Fait que je trouve ça génial, parce qu'on va se dire que sûrement de notre vivant, on va sûrement avoir un film genre Mickey Mouse contre les Martiens, genre quelque chose comme ça. Parce que ça va devenir libre de droit, genre éventuellement, bientôt. Fait que je trouve ça capoté. Oui, puis je trouve leur Winnie the Pooh et Porcinet quand même bien réussi. Genre, moi, on dirait que j'ai peur. Je suis un peu traumatisé, on dirait que ça a défait toute mon image d'enfance. Je sais pas. Il y a quelque chose qui et probablement que le film pour série B va être très bon ou très mauvais, là, mais vous pouvez être sûr que sur notre chronique l'horreur de B à Z, Donald et moi, on va en parler. Clairement, même moi, je vais essayer de le voir. Bref. Mais écoute, ça fait le tour. Écoute, on a fait un tour assez exhaustif. Des nouvelles, donc je vous embrasse tous. Profitez du beau temps. Ben oui. C'est bientôt l'été. Super content de t'avoir retrouvé, Éric. Moi aussi. On se revoit au prochain podcast. Excusez pour mon. Je veux juste, avant de fermer tout ça, je pète tout, mais c'est parce que je suis en train de vérifier, puis je voulais dire. OK. C'est vraiment important, là. Vas-y. J'interromps tout ça. 1er janvier 2024, Mickey Mouse. Ouais! Et ça s'en vient! Ça s'en vient! Dans 2 ans, un film d'horreur avec Mickey Mouse. Ben, qui sait? Réalisateur, scénariste, mettez-vous là-dessus. Ouais, voilà. Commencez la pré-prod tout de suite, là, ça s'en vient. Oui, quand même. Mais hey, écoute, on a trop de plaisir. En tout cas, je veux pas partir. Moi, je suis comme la visite qui part pas. Qui colle, mais là, écoute, qui est moi dehors, hein? Ben, ça va parler avec Marc-André Pilon là, de littérature jeunesse. Voilà. Ça va être plus intéressant que moi. Je vous dis à la revoyure. À bientôt. À la revoyure. À bientôt.
On est maintenant avec l'auteur Marc-André Pilon, auteur de la série, entre autres, Infecté et plus récemment Déluge, que j'ai eu la chance de lire. D'ailleurs, j'ai aussi fait les critiques des deux Infectés. Bienvenue, Marc-André. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Bien, merci pour ta présence avec nous. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter, en fait. Oui, c'est vrai, tu étais dans la liste depuis un bon bout, mais on attendait la bonne occasion. C'est bien. Oui, exactement. C'est ça, donc on est ici, en fait, on va parler un petit peu de ta carrière, de tes romans, puis ensuite, on va discuter de la littérature jeunesse, qui est le thème du balado aujourd'hui, de l'épisode. Donc, je vais me lancer tout de suite. Toi, tu es prof de français au secondaire. Oui. Tu écris aussi des romans pour adolescents. Donc, on voit deux passions. Une passion d'abord pour l'écriture, la littérature, le français, la langue. Puis une autre passion aussi pour la tranche d'âge des adolescents. Puis je me demandais, pourquoi cette tranche d'âge-là? Qu'est-ce qui t'inspire dans l'adolescence? C'est sûr qu'en écrivant des récits qui s'adressent aux ados, d'une certaine façon, c'est un peu continuer mon travail, mais à l'extérieur de ma classe, de continuer d'essayer de donner le goût de la lecture aux jeunes. Et peut-être le fait de les côtoyer chaque jour, ça vient m'inspirer, ça me donne des idées, des histoires que je pourrais faire. Puis, sinon, pratico-pratique, il y a aussi l'idée que pendant que tu travailles à temps plein, pour réussir à écrire des récits de manière assez régulière, tu ne peux pas non plus me lancer dans un pavé de 250 000 mots. Donc, le format aussi, à ce stade-ci de mon écriture me convient. Mais le but principal, c'est effectivement ça, là, quand je vois des jeunes accrocher à un livre, que des jeunes viennent me dire « c'est le premier livre que j'ai fini », ça, c'est la plus grosse paye. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je comprends. Tu as des lecteurs parmi tes élèves, j'imagine? Parmi mes élèves, moi, j'enseigne en 5e secondaire. Fait que, souvent, en 5e secondaire, ils ne veulent pas trop laisser paraître s'ils lisent le prof. Il ne faudrait pas que le prof ait de l'air cool, je ne sais pas trop. Mais souvent, en fait, ils ont déjà lu de mes livres avant d'arriver dans ma classe parce que, bon, moi, j'enseigne 5e secondaire, mais à mon école, en secondaire 1, par exemple, ils font lire La Revanche du Niop, qui est le premier roman que j'ai écrit. C'est pas juste à mon école, c'est un roman qui est utilisé dans plusieurs écoles. Fait que c'est pas juste je voulais qu'une école achète mon roman, ça a été une décision des profs quand même. Donc c'est ça, fait qu'ils arrivent souvent dans ma classe, ils ont déjà lu de mes œuvres, mais ils vont quand même faire comme s'ils ont pas lu nécessairement. Ouais. Puis des fois, une fois de temps en temps, il y en a un, oui, je l'ai lu, monsieur, c'était pas pire. Ça, c'est un beau compliment, c'était pas pire. Ouais, ça, c'est, pour quelqu'un au secondaire 5 qui te dit c'est pas pire, c'est bon. Oui, ça, c'est le meilleur que tu peux avoir. Non, mais en fait, avec mes nouveaux livres Infectés et Déluge, je sais qu'il y a des jeunes, justement, qui sont en 4 et 5, qui sont fans des livres par eux-mêmes, même pas juste parce que je suis dans l'école, mais ça fonctionne bien dans cette tranche d'âge-là. Puis là, parmi mes propres élèves, des fois, je laisse mes livres que j'ai écrits comme dans le fond de la classe, dans ma bibliothèque avec tous mes livres. Puis quand ils ont fini leur propre livre, j'en ai vu une couple cette année, par curiosité, de quand même aller les chercher, puis se les taper. Puis habituellement, quand ils en lisent un, ils veulent lire les trois. Ça montre que si au départ, c'était de la curiosité de lire que ça avait de l'air, au final, ça les a accrochés quand même. Ah, bon, c'est super. En tout cas, mes critiques étaient très bonnes. Vous irez les lire sur Horreur Québec. Oui, c'était gentil. J'écris juste ce que je pense. Tu as parlé tout à l'heure, d'ailleurs, que c'est ça, tu parlais du format. Tu disais que, justement, tu travaillais pendant le jour. J'imagine que tu écris le soir. As-tu un horaire d'écriture en particulier? Mais là, ces temps-ci, mon horaire d'écriture ne cesse de rétrécir. En fait, j'ai des jeunes enfants aussi. Puis, bon, quand on a un horaire d'enseignant au secondaire, ben, on n'enseigne pas on n'enseigne pas 4 périodes par jour. Donc, sur une possibilité de 9 jours, c'est 36 périodes. J'enseigne pas 36 périodes, j'enseigne 24. C'est sûr qu'à travers ça, il y a la planification, il y a la correction.
les activités parascolaires, la surveillance, etc. Mais ça donne que lorsque je n'ai pas la première période, après avoir été porter mes enfants, mais c'est mon temps pour écrire. Ce qui me fait à peu près un beau 10 heures par mois. OK. Fait que là, en ce moment, c'est ça. Fait qu'à coup de 10 heures par mois, au bout d'un an, j'ai réussi à pondre un manuscrit. Fait que c'est ça. Fait que c'est faut vraiment se dire petit train ira loin, là, puis à force de travailler dessus, on va finir par s'y rendre. Mais l'an prochain, et là, mon centre de service a accepté, j'ai fait la demande pour une année sans solde. Donc, c'est ça. Fait que l'année prochaine, donc, je vais être auteur à temps plein pendant un an. J'ai hâte de voir. C'est-tu la première fois que tu vas le faire? Ou... Ben, j'avais déjà pris un congé différé en 2014, mais un différé, c'est complètement différent dans le sens que pendant un certain nombre de temps, tu as mis de l'argent de côté. Fait que pendant que tu es en congé, mais tu reçois quand même une fonction de ton salaire que tu avais mis de côté. Là, c'est vraiment, je me lance sans filet, là, avec les revenus que j'ai accumulés de mes livres des dernières années, que j'ai mis de côté. Là, je vais essayer de surfer là-dessus pendant un an. Ah, c'est cool, ça. Wow, vraiment. Ouais. Fait que là, ça va me permettre, je l'espère, d'écrire davantage de manuscrits à l'intérieur d'un an. Peut-être pas nécessairement non plus toutes les sortir d'un coup ensuite là, pour faire hey, j'ai écrit plein de livres, puis après ça, retourner dans une grotte pendant 2 ans. Mais peut-être, justement, ça va me permettre que quand je vais retourner travailler, avoir quand même l'air de quelqu'un qui sort régulièrement avec la petite avance que je vais m'être faite pendant ce temps-là. En tout cas. En plus que si tu sors plein de livres en même temps, j'imagine que ça se cannibalise un peu les uns les autres. Là. Ouais, c'est ça. Souvent, si c'est tout le même créneau aussi, c'est bon d'avoir une distance. Mais là, est-ce que tout d'un coup, je pourrais écrire un livre dans un autre créneau? Je ne sais pas. En fait, là, pour l'instant, c'est vraiment la catégorie qui m'intéresse, qui m'interpelle, pour laquelle j'ai des idées. Fait que je pense bien continuer dans cette veine-là pendant mon congé. À part peut-être, là, on en parle entre nous et tous ceux qui nous écoutent. Peut-être une adaptation BD avec mon éditeur belge, parce que Infecté et Délus sont également sortis en Europe. Et c'est ça. Puis peut-être qu'on ferait une adaptation BD. Très cool, ça. Ouais, ça serait cool. Mais là, justement, au début, j'étais comme, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais là, avec le congé accepté, mais ça va me permettre d'essayer de voir justement si je suis capable de transposer ça, puis si ça fonctionne, puis si c'est d'une qualité, la qualité recherchée là, pour le sortir. Ah, c'est le fun, ça. Il y a de plus en plus d'adaptations de BD. Hein? Je ne sais pas si c'est moi qui découvre, mais il me semble que ça devient peut-être de plus en plus mainstream, peut-être. Bien, dans le fond, il y a beaucoup de livres québécois qui sortent chez Kennes, qui est mon éditeur belge. Puis eux, ils sont aussi spécialisés dans la BD. Si vous avez vu, mettons, les BD des Juliettes, c'est fait avec eux aussi. Ou la vie compliquée de Léa Olivier, ça a été adapté en BD, c'est avec eux aussi. Il avait fait ça avec Bin aussi. Sûrement qu'il y en a d'autres que j'oublie. Mais donc, si on a vu dernièrement beaucoup d'adaptations BD vraiment québécois, c'est un peu à cause d'eux. OK. Puis, est-ce que pendant ton congé, est-ce qu'il y a un projet d'écrire un tome 3 pour Infecté? Ou... Non, pas pour l'instant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande un tome 3. Mais peut-être que si la BD, ça marche et ça lève, peut-être qu'on pourrait poursuivre les aventures dans la BD, mettons, arriver avec une suite ou des aventures inédites à l'intérieur de la BD, puis pas simplement une adaptation. C'est sûr que je commencerais par adapter le stock qu'on a déjà, puis après ça, on verra. Mais par rapport à Infecté 3, justement, une des difficultés en écrivant avec le rythme que j'ai en ce moment là, avec mon travail, c'est pour que les suites, faut que tu nourrisses quand même rapidement les gens avec. Ça fait en sorte que là, au bout de Infecté 2, il est sorti en août 2020. Fait que là, ça nous met comme 2 ans plus tard. Le temps de l'écrire, le temps de le sortir, tout d'un coup, s'il sort, ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a eu le tome précédent. C'est comme, il faut que tu recommences, dans le fond, à trouver des nouveaux lecteurs, surtout dans la jeunesse.
en 4 ans, imagine, mettons que tu étais en secondaire 3 quand tu l'as lu, mais là, tu as fini ton cégep, tu es peut-être rendu à autre chose. C'est un point intéressant, ça, ouais. Oui, effectivement. J'avoue que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Oui, ce qui fait en sorte que, tu sais, dans le fond, il y a quand même des maisons d'édition qui fonctionnent avec des séries, mais la série fonctionne. À date, dernièrement, on dirait que un peu la méthode de mise en marché, c'est d'arriver avec comme déjà 3 tomes d'écrits avant de sortir le premier. Puis là, sur un espace de 1 an et demi, là, à tous les 4 ou 6 mois, tu vas sortir les 3 premiers. Là, tu crées ton fanbase, tu regardes si ça lève. Si ça lève, mais là, il faut quand même qu'il t'en sorte un, quasiment à tous les 6 mois, au moins un par année pour comme, continuer de nourrir ça. Et moi, c'est un rythme que je peux pas me permettre là, dans ma situation actuelle. Fait que là, en ce moment, je suis en train de me dire plutôt que d'écrire des livres où les gens sont comme on veut une suite, essayer de faire des tomes uniques là, qui vont satisfaire le lecteur à la fin, qui se disent ben, j'ai hâte de son prochain, peu importe c'est quoi, c'est pas obligé d'être mes personnages, c'est pas obligé d'être la suite de cette histoire-là, mais de me dire bon, ben, j'ai hâte de voir ce qui va me sortir ensuite. Puis là, c'est mon gros défi là, dans ce que je suis en train d'écrire. Là. Je suis en train de faire mon manuscrit, je suis peut-être à 80% d'écrit, puis dans ma tête, je suis comme comment je vais réussir à finir ça pour que le monde se dise c'est cool, je suis content comment tu as fini ça, puis c'est pas grave s'il n'y a pas une suite, parce que à la date, je suis comme c'est pas facile. J'ai comme créé un univers, c'est impossible sans la grosseur d'un seul tome jeunesse d'avoir comme tout fermé, tout ce que j'ai créé. En tout cas, je trouve une façon de faire en sorte que les gens se disent ben, ce monde-là, il existe, puis je suis content quand même comment l'aventure dans le monde s'est terminée, même si je ne saurais pas tout ce qui peut se produire dans ce monde-là. Ouais. Mais ça ouvre quand même la porte à un autre livre dans le même monde, mais pas nécessairement avec les mêmes personnages. Oui, ça pourrait. Mais encore une fois, même si ça reste dans le même monde, les gens font tout le temps, il faut que j'aille lu le premier, d'une certaine façon. Fait que ça revient à l'équivalent d'une suite. En ce moment, j'essaie plus donc de faire comme une espèce d'anthologie horreur ado autour de mon nom. Ça devient, bon, je vais lire le nouveau Marc-André Pilon au lieu de le nouveau Infecté ou le nouveau Déluge. C'est un peu ce que j'essaie de faire. On verra si j'ai réussi. OK. Je pense que c'est un bon move là, parce qu'effectivement, c'est vrai que le renouvellement de la fanbase, ça peut être un enjeu, justement, quand tu adresses une tranche d'âge en particulier, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que les adultes, tu peux faire comme hey, il vient de sortir une suite, puis ça fait 10 ans, ou mettons, La Servante écarlate, ça a pris combien de temps? Ça a pris 30 quelques années avant qu'il y ait une suite, puis le monde sont quand même comme je vais aller la suite. T'sais. Mais ouais, tu peux pas attendre 30 ans dans le jeunesse. Effectivement. Je regarde mes questions. Ça, on va couper ça. Ouais, y a pas de stress. Ça va être le bout le plus important. Là. Oui, c'est ça. Effectivement. Avec des effets. Okay. Regarde mes questions. OK. J'ai envie de parler de Déluge, qui est une histoire de maison hantée en plein milieu d'une catastrophe météorologique. Ça m'a rappelé un petit peu la hantise d'Amityville. Puis je me demandais si ça t'avait servi d'inspiration ou pas vraiment. Oui, surtout à la fin, sans révéler des punchs. Là, il y a quand même des petits liens que j'ai faits avec Amityville, mais c'est sûr que quand tu fais un récit de maison hantée, il y a quand même déjà plein de codes qui existent. Là. Il y a une ombre qui plante sur toi là, de tous les bagages. Effectivement. C'est ça. Il peut y avoir un petit côté Amityville, un petit côté Poltergeist. Moi, j'ai beaucoup aimé dernièrement qu'il y avait fait de la version télésérie de Haunting of Hill House. Quand j'avais déjà songé à mon idée pendant les inondations de 2017, il y a eu des inondations à plusieurs endroits au Québec, mais notamment à Vaudreuil, où j'habite. Puis, c'est ça. Puis, donc, j'avais eu cette idée-là ici, avec les inondations, en pensant à une maison. Puis bon. D'ailleurs, proche de chez moi, sur la rue des Chenaux, pareil comme dans le livre, il y a une maison qui m'inspirait beaucoup aussi. Je trouvais c'était fun de faire une histoire avec cette maison-là.
Et donc, une histoire de maison hantée, mais en plus, quand j'ai vu la télésérie, c'est un peu ça qui a fait en sorte de dire, OK, go, le prochain, quand tu as fini Infecté, ben, on y va avec Haunting of Hill House, parce que, ben, avec, donc, une histoire de maison hantée. Parce que quand on y pense, c'est ça, si j'ai publié Infecté 1 en 2019 puis Infecté 2 en 2020, mais j'avais cette idée-là depuis 2017. Fait que, c'est quand même, ça prend du temps avant que ça finisse par voir le jour, mais peut-être le fait que j'ai eu si longtemps en tête, ça l'a fait aussi en sorte que Déluge, c'est écrit assez vite, malgré, comme je disais, mon horaire d'enseignant. Celui-là, j'ai réussi à faire le manuscrit à l'intérieur de 6 mois. Et puis, je suis vraiment, vraiment content de comment il est sorti. Tu sais, l'espèce d'arc narratif que j'ai réussi à créer, tu sais, la tension qui va en s'accélérant. Puis tout. Puis, ouais, c'est le dernier que j'ai écrit. Souvent, on dit mon dernier, c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est ça que je pense en ce moment. Mon dernier, c'est mon meilleur. Fait que, en tout cas, j'espère que tu l'as aimé aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu la chance d'écrire malheureusement la critique. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais, mais oui, j'ai beaucoup aimé. C'était rafraîchissant par rapport à Infecté. Puis, je l'ai probablement déjà dit dans le podcast, mais je ne suis pas une très grande fan de trucs de zombies en général. Mais j'avais beaucoup aimé Infecté parce que le développement des personnages est vraiment poussé. Puis ça, par exemple, ça, c'est mon truc. Les personnages, quand on y croit, là, j'embarque peu importe l'histoire. T'sais. Fait que le fait que là, tu changes plus maison hantée, là, c'était plus mon genre. T'as plus touché une corde. Là. Plus le paranormal. Ouais. Ben, les zombies, moi, c'était vraiment comme un trip de petits gars, dans un certain sens, là, de fans de zombies qui disaient let's go, on en écrit un. Mais en fait, ce qui est arrivé, j'avais eu l'idée d'infecter, parce que, bon, dans Infecté, pour ceux qui nous écoutent, là, j'ai quand même fait un genre de petit twist sur le zombie, c'est-à-dire que ça part d'une maladie en lien avec le sang qui fait en sorte que quelqu'un ne peut ne pas être mordu et quand même devenir un infecté. Et donc, on peut être tous dans la même pièce, c'est-à-dire parfait, personne n'a été mordu, personne n'a été touché, on est safe, mais non, on n'est jamais en sécurité parce que là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui peut le devenir. Et puis, j'avais fait en sorte que ça s'attaque d'abord aux personnes âgées, puis bon, j'ai écrit ça avant la pandémie. Puis, mais bon, c'est ça, cette idée-là, je l'avais quand même eue quand c'était la folie furieuse zombie là, autour de Walking Dead, on pense peut-être 2012-2013. Puis, dans ces années-là, je m'étais dit, j'ai envie d'écrire ce manuscrit-là. Ça n'a pas donné. Puis, en ayant des jeunes enfants, j'ai comme rien publié entre 2014 et 2019. À un certain moment, quand j'ai recommencé à avoir un petit peu de temps libre, je pense 2017, peut-être j'ai recommencé à écrire pour le fun. Puis justement, je me suis dit, ben cette idée-là, c'est le temps de la sortir. Fais-la, puis juste pour le plaisir de l'écrire, sans savoir s'il y avait une maison d'édition qui allait le sortir, parce que je n'avais pas déjà à l'avance comme approché une maison d'édition, ou je n'avais pas de contrat pour cela, même si c'est mon 4e roman. Je l'ai quand même écrit seul de mon bord, dans le noir, en n'ayant aucune idée si quelqu'un allait le sortir. Puis d'ailleurs, il y a des maisons d'édition qui m'ont approché en disant, on aime beaucoup ton style d'écriture, on aimerait ça que tu écrives autre chose pour nous. Mais les zombies, c'est un peu, on a peut-être passé la mode zombie, ou je sais pas trop. Moi, personnellement, je me dis, la littérature zombie ou les films zombies, c'est comme les zombies eux-mêmes. Tu shoots, tu as l'impression qu'ils ne se relèveront plus, puis après ça, pouf, il y en a un autre qui apparaît. Donc, ça finit jamais. Mais je suis vraiment content que Urtubise a embarqué dans mon trip. Puis, pour moi, c'est une des meilleures maisons d'édition au Québec. J'ai été vraiment choyé à ce moment-là. Puis, en plus de ça, là, tout d'un coup, Kenes en Europe qui ramasse. Donc, mon trip de gars qui avait juste envie d'écrire un roman de zombie m'a ouvert aussi les portes d'une maison d'édition en Europe, que je n'avais pas réussi avec... pas réussi, dans le sens... Je n'ai pas arrivé avec mon trio de La Revanche du Mien. OK. Donc, c'est ça. Fait que s'il y en a à la maison qui se disent, j'ai envie d'écrire, puis je regarde un peu ce qui pogne sur le marché, puis ce qui sort,
allez-y pas avec ce qui pogne puis ce qui sort, parce que le temps que vous l'écrivez, ce qui pogne plus de toute façon. Fait que faites juste écrire ce que vous avez envie, puis si vous l'avez fait avec tout l'enthousiasme dont vous êtes capable, ben, il y a peut-être quelqu'un qui va embarquer dans votre vie. Mais c'est drôle parce que c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est inspirant, je trouve, t'écouter parler parce qu'on entend souvent dire les grands auteurs, je pense à Stephen King, entre autres, qui se lèvent, qui écrit au moins tant de mots à tous les jours, puis tout ça. Puis là, je t'entends dire, ben là, moi, j'écris quand que je peux le matin, je me lève, j'ai pas de cours, je fais ça, puis bon, je me fie pas trop à ce qui pogne, j'écris ce que j'aime, puis tout ça. Puis je trouve que, on dirait que c'est plus... je suis sûre qu'il y a des auteurs du dimanche qui vont se reconnaître puis que ça va les encourager dans leur... L'idée, c'est de ne pas lâcher, puis de se dire aussi, de ne pas avoir peur de couper dans ce qu'on fait. Comme là, mon présent manuscrit, au lieu de l'avoir réussi en 6 mois, je vais peut-être plus le faire en 13. Pourquoi? Parce que, entre autres, bon, là, c'est sûr qu'avec les salons du livre qui ont reparti, tout ça m'a comme grugé du temps. Fait que faire le Salon du livre de Montréal, bon, tout ce qui se passe au travail avant Noël, etc., ça m'a comme bouffé du temps. Puis après ça, quand j'ai relu mon manuscrit où j'étais rendu, j'étais comme, j'adore mon début. Après ça, je trouvais que ça se perdait un peu. Mais il a fallu que je mette ça un peu sur la glace, puis je me demande, en tant que lecteur, qu'est-ce qui fait en sorte que je trouve que ça, je sais pas où est-ce que ça s'en va. Puis donc, là, d'essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment important là, d'en replacer mes pions. Puis ce retravail-là m'a comme, à la limite, fait perdre 3 mois. Mais d'une certaine façon, l'important, c'est pas le temps que tu as mis là-dessus, c'est est-ce que c'est bon à la fin. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire... comme là, un matin, je voulais écrire. Et ce que j'ai fait ce matin, j'ai coupé 500 mots de mon manuscrit. Oh, quand même! C'est ça que j'ai fait. Mais... là, le manuscrit va être meilleur avec ces 500 mots-là de moins. Ouais. Fait que ça ne me sert à rien de dire, j'ai tant de mots. L'important, c'est les mots que tu as, ils sont-ils bons aussi. Fait que là, donc, c'est ça, de continuer à le travailler jusqu'à temps que ça atteigne un niveau acceptable. OK. Ah. Puis, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? C'est difficile à répondre à cette question. On va quand même tout le temps dire moi, j'ai toujours écrit, mais tu sais, pour être franc, la première fois que je me suis dit j'écris un livre, ça a été La Revanche du Myope. J'ai commencé ça en janvier, j'avais fini en août, puis en décembre, j'avais un contrat de maison d'édition. Tu sais, ça a quand même été comme je le fais, puis je l'ai fait. Donc, j'ai été vraiment, vraiment chanceux de ce côté-là. C'est surtout que des fois, envoyer un manuscrit, le temps d'envoyer un manuscrit pour recevoir la réponse, ça peut prendre 1 an entre les deux. Puis moi, en 1 an, j'avais écrit la première ligne et j'avais le contrat d'édition. Fait que ça a vraiment été comme c'est ça, une aventure que j'ai réussi du premier coup, mais ça n'empêche pas que s'il y en a qui nous écoutent et qui se disent ouais, moi, mon premier manuscrit a été refusé, je devrais peut-être plier bagage. Faites-vous-en pas. Moi, mon 4e manuscrit n'est jamais sorti nulle part. Et donc, tu peux peut-être réussir du premier coup, puis après ça, te planter plus tard. Là, on ne sait jamais. C'est ça. L'important, c'est de ne pas lâcher d'une certaine façon. Mais sinon, avant, j'avais peut-être plus l'idée d'écrire des scénarios de films. Donc, j'ai essayé à quelques reprises d'écrire quand j'étais plus jeune, des trucs qui étaient supposés être des scénarios. J'avais écrit un téléfilm d'1 heure pour la télé communautaire de Vaudreuil. Puis ça avait été accepté. On avait même commencé à le tourner. On avait peut-être fait 10 minutes sur notre heure, puis ils nous ont tiré à plat. Oh non! Je pense qu'on prenait trop de temps pour réussir à aller quelque part. Là. Fait que ça. Puis sinon, l'autre moment donné, justement, avec mes amis, je voulais qu'on fasse un petit film. Puis j'avais écrit un scénario, puis finalement, on l'a jamais tourné. Pour tous les gens qui sont allés voir mon incroyable TikTok, là, j'ai raconté cette anecdote dans laquelle une de mes tantes avait trouvé mon manuscrit, puis l'avait trouvé tellement blasphématoire qu'elle l'avait brûlé carrément. Mon Dieu! Ouais, mais ça, c'est un compliment, ça. D'une certaine façon. Mais pour être franc, comme c'est blasphématoire, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. OK. Donc, ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça. J'ai écrit une couple de trucs de même, mais dans les faits, ma passion, c'était plus la musique à partir de fin du secondaire. J'ai commencé à jouer de la batterie en secondaire 1. À partir de secondaire 4, dans des groupes semi-professionnels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ordures ioniques. Du punk rock. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, moi, je jouais du. Ok, je savais pas, non? Ouais, moi, je jouais du drum là-dedans. Puis, dans le fond, à partir de 96, les premiers shows d'un bar qu'on a commencé à faire, j'avais 16 ans. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, pendant que j'étais aux études, ma job à temps partiel, jouer du drum dans les ordures ioniques, c'était comme assez artistiquement pour me combler. Et à un certain moment, j'avais plus de groupe de musique. Puis, c'est ça, l'écriture, c'est un peu plus solitaire d'une certaine façon. Puis là, me retrouver seul avec moi-même, avoir envie de faire ça. Ça faisait longtemps que je me disais, à ma retraite, ce serait une bonne idée, écrire à ma retraite. Mais finalement, quand tu as 29 ans, la retraite, c'est dans un méchant bout. Fait que c'est ça. Donc, non, même si j'avais 28. C'est ça, en 2009, je me suis dit, bon, on arrête d'attendre la retraite, on l'écrit tout de suite, ton manuscrit. Ah, super. Puis, est-ce que tu lisais? Est-ce que tu avais le temps entre deux coups de drum? De lire? Oui, mais ça, j'ai quand même toujours été un gros lecteur. OK. Mais encore une fois, peut-être plus ado. Quand on arrive à Cégep Université, on est vraiment dans les lectures obligatoires, d'une certaine façon. Puis, puis après ça, je me suis quand même tapé un bon trip de lire, essayer de lire les classiques. Il m'en reste encore des tonnes à lire, mais de me dire, quand je faisais une vacance de prof, donc dans ma vacance estivale, de me dire, bon, ben, cet été, ça va être Les Misérables. Cet été, ça va être Le Rouge et le Noir. Cet été, ça va être Les Frères Karamazov. Fait que là, je m'en pognais un par été. C'est assez touffu, là. T'en as pour tout l'été. Oh oui, en masse. Oui, Les Misérables. Effectivement, je ne l'ai jamais terminé. J'ai fini Notre-Dame de Paris, mais Les Misérables, malheureusement, je ne me suis pas rendue jusqu'au bout. J'ai fait aussi Guerre et paix de Toy Story. OK, quand même. C'est pas pire morceau. Oui. J'avais vu un film avec James Stewart dans lequel le gag, c'était que la personne amenait Guerre et paix en vacances. Personne n'était capable de jamais le finir. C'était comme ça, le gag, un des gags du film. J'ai fait comme, moi, je vais le finir. J'avais lu quand même un été. Ça m'a pris quand même à peu près 300 pages avant de démêler tous les personnages et comprendre finalement que Piotr, c'est aussi, j'oublie les noms, mais que tu lis un roman américain puis Robert, c'est pas. Il y a des personnes qui vont être surprises, mais tu sais, tout d'un coup, les affaires de surnoms. Piotr, c'est Petrouchka, là, tu sais, puis là, tu fais Et en plus, toutes les Russes, ils ont comme un surnom par rapport qui est à leur nom, qui est comme à peu près, tu sais, c'est comme systématique, là. Il y en a tout, peu importe le nom, il va en avoir un, fait que c'est comme, ça vient mélangeant quand tu commences à lire de la littérature russe des fois, là. Ouais, mais tu finis par pas y aller. Puis je le conseille pour les gens qui sont capables de le finir. OK. Je sais que Snoopy le lisait. Ouais, ça j'ai l'autre un que j'ai pas réussi, par exemple, c'est À la recherche du temps perdu. OK. Ça, c'est parce que c'est long, là. Si je veux dire, c'est pas juste. Ouais, mais même le premier tome. J'ai pas fini le premier tome. Je l'avoue. Celui-là, j'ai décroché. Mais pour ça, tu lis une page, puis tu dis, ce gars-là est un génie. Tu lis la deuxième page, c'est comme, tu lis la troisième page, c'est comme. Ça crée une idée. J'ai un peu la même expérience avec Proust, honnêtement. Bon, est-ce que c'est le moment de passer à la moment table ronde? Ben oui, absolument, c'est ça. On va parler de la littérature jeunesse. Donc, j'ai des questions, puis on va tous y répondre. Donc, pour la première question, ben, je viens de te la poser justement. Donc, je vais passer la balle à Raphaël. Est-ce que tu étais un grand lecteur enfant? Ben moi, oui, beaucoup. Pas vraiment d'horreur, en fait. Là. Mon amour de l'horreur est arrivé un peu plus tard dans ma vie. Mais je lisais beaucoup, j'ai comme ben des kids, moi je suis la génération qu'on a vu au cinéma Le Seigneur des Anneaux, fait que je me suis claqué Bilbo le Hobbit puis les 3 tomes sur les Anneaux, ça a comme été mes premiers gros souvenirs de lecture, comme à rire un peu là, quand j'avais genre, mettons,
je sais pas, c'était 8-9 ans, genre, que j'essayais de me taper ça, tu sais, puis que c'était quand même hardcore. Ouais. Bilbo passe encore, mais ouais. Les trois tomes de Seigneur des Anneaux à 9 ans, je ne le conseille pas. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment trop craqué sur les films. Là. C'était vraiment mon époque. Fait que, mais ouais, mais ça m'a toujours. J'ai une grosse phase de BD aussi, là, évidemment. Mais comme bien des jeunes. Mais ouais, l'horreur, moi, en fait, quand je commençais à en lire, mettons, ado, j'ai lu un peu, tu sais, mais j'ai tout de suite j'ai pensé au Stephen King, puis aux auteurs, tu sais, j'ai lu du Lovecraft, des choses un peu plus, mettons, adultes, entre guillemets, même si King, des fois, c'est très, ça pourrait très être comme du roman jeunesse aussi, là. Mais ouais, j'ai comme peu cette période-là trop de roman jeunesse horrifique, moi, personnellement. Toi, Chloé, je sais que tu l'as un peu plus, là. Oui, j'ai lu beaucoup. Quand j'étais jeune, je lisais là, du matin au soir sans arrêt. Là, tu sais, quand ta mère te dit veux-tu lâcher ton livre? Moi, je m'imagine jamais dire ça à ma fille. Elle lit, je me dis mon Dieu, c'est fantastique. Lâche ton sel, puis voilà. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, moi, je lisais en marchant, je lisais en mangeant, je lisais le soir en cachette pendant quand on était supposé coucher. Fait que je lisais des trucs pour adultes, de la littérature jeunesse, de la bande dessinée. Je lisais tout ce qu'il y avait, tu sais, 2 couvertures puis des pages en dedans, là, ça m'allait. Je lisais. Fait que oui, pour répondre à la question, puis tu sais, je vais passer vite parce que je l'ai déjà dit dans des précédents épisodes, mais c'est ça. J'ai commencé l'horreur. C'était Stephen King, puis moi, c'était plutôt Edgar Poe. C'était pas Lovecraft, mais c'était Poe que j'avais. Ouais. Tantôt, on a parlé lecture, mais je n'ai pas vraiment répondu à la question du point de vue ado. Donc, quand j'étais ado, j'ai effectivement, moi, commencé, ce qui m'a accroché à la lecture, c'était des récits d'horreur. Tout d'abord, la série Frisson, là, qui avait commencé peut-être début des années 90. Puis, bon, rapidement, là, je me suis, même en 6e année du primaire, je lisais les Frissons, puis j'étais comme, ça commence à être tout le temps le même schéma narratif. Fait que j'ai donc gradué au Stephen King, effectivement, rapidement. Puis mes parents m'ont offert ça pour mon 12e anniversaire. S'ils l'avaient vu à l'avance, je ne pense pas qu'ils l'auraient nécessairement fait, mais merci de m'avoir fait confiance. Fait que là, c'est ça, j'ai lu ça à 12 ans. Ça m'a marqué quand même solide comme livre. Fait que entre secondaire 1 et secondaire 2, j'ai lu les King, mais ça, je l'ai relu à chaque été, là, entre 6e puis secondaire 1, entre secondaire 1 puis secondaire 2, puis entre secondaire 2 puis secondaire 3. C'est comme un rituel estival. Là, je me refais ça de Stephen King. Dernièrement, en écoutant le deuxième film que j'avais trouvé moyen, je me demandais, tu sais, je me rappelais plus assez qu'est-ce qui se passait pour essayer de me dire, mais qu'est-ce qui a manqué dans la scénarisation? Ça m'a donné le goût de me le reclaquer. Là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, ça faisait 27 ans que je ne l'avais pas lu. Puis Pennywise, il revient à tous les 27 ans. J'étais comme quand même intéressant de voir le cycle qui revient. Puis, sinon, à part King, une fois que j'avais fini les King qui étaient disponibles à l'époque, j'aimais beaucoup Dean Koontz aussi. J'en ai lu une couple. Puis après ça, Michael Crichton, un peu aussi. Tant que ça restait un peu science-fiction, horreur. J'avais essayé Peter Straub, un petit peu moins. Que Clive Barker aussi. Ça, c'était peut-être un petit peu trop loin là, pour moi à 13-14. Ouais, c'est un peu hardcore. Clive Barker, les livres de sang, tout ça. Ouais, en tout cas, j'avais de la difficulté à suivre aussi les trames narratives. Tandis que un King, c'est super visuel, puis ça s'enchaîne. Puis même, je trouve qu'il est de plus en plus aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans ces derniers, mais il a beaucoup adapté son écriture. Les romans des années 70-80 étaient beaucoup plus descriptifs que les romans d'aujourd'hui. King a quand même suivi la tendance aussi, où c'est ça. Quelqu'un qui commencerait à lire du King maintenant, puis qui est prêt, mettons, sur l'Institut ou je ne sais pas quel autre qui a fait dernièrement, puis qui
retourne dans les années 80, il va peut-être faire wow! Comme, bon, Shining, c'est pas le même beat du tout que. Ben, Dr. Sleep, Shining, c'est pas le même point en tout. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est quand même intéressant à voir. Puis même si j'ai grandi sur du King des années 90, d'une certaine façon, moi-même, j'essaie plus d'écrire comme ce que King fait en ce moment. Puis, j'imagine que c'est une tendance généralisée là, vers le fait que la littérature devient de plus en plus influencée par le format cinéma ou télé. Puis, tantôt, je disais, quand j'étais jeune, j'essayais d'écrire des scénarios qui s'en allaient nulle part, mais là, d'une certaine façon, j'écris encore des scénarios, mais avec plus de description, c'est un peu plus de chair autour de l'os, mais c'est quelqu'un qui voudrait adapter sans fil. Si quelqu'un nous écoute, ça serait une bonne idée. Mais ça serait donc facilement transposable. Mm-hmm. Moi, Stephen King, je fais une petite parenthèse. J'ai une théorie. C'est que il y a le début, il y a le Stephen King du début. Puis là, il y a eu son accident. Mm-hmm. Puis on dirait qu'après son accident, il essayait de faire ce qu'il faisait avant, mais c'est comme s'il l'avait pu. Fait que c'était comme des pâles copies de Stephen King. Là, c'était quoi? Il a comme changé là, à peu près autour de, c'est quoi, 1900, j'oublie toujours la date de... Ouais, de 1962. La date exacte de la mort de Kennedy, on saurait plus sur le bout des doigts, c'est américain, mais ouais, en novembre 62, je pense. Ouais. 11. En tout cas, bref, ce livre-là, je vais le chercher parce que tu couperas ça. Ouais. C'est 11-23, mais peut-être pas 62. 63, j'étais à une année près. Donc, à peu près avec 22, 11, 63. Là, il est reparti sur un nouveau genre qui lui allait. Là, on aurait dit que lui-même, Stephen King, a évidemment évolué. Je ne sais pas si on peut appeler ça maturé ou en tout cas, bref, les gens changent. Un nouveau souffle. Exactement. Un 8e dans son cas. Oui, effectivement. C'est ça. Puis il fallait que son style d'écriture le suive finalement. Il ne fallait pas qu'il écrive pour plaire à ses lecteurs, mais il fallait qu'il écrive pour se plaire à lui-même. Puis j'ai l'impression qu'avec les romans des dernières années, c'est ça qu'il fait. Au lieu de plaire au Stephen King il y a 20-30 ans, ben là, il écrit qu'est-ce qu'il a envie d'écrire aujourd'hui. Puis je trouve que c'est aussi bon que ce qu'il faisait dans les années 80. Il y a tout aussi des bons dernièrement. Ouais, mais en plus, dans sa carrière, King, toute sa période aussi qu'il était ultra addict à la cocaïne là, dans les années 80. Là. Il y a certains qui ne se rappellent pas d'avoir écrit aujourd'hui. Oui. Quelques-uns de ses meilleurs titres, par exemple. Oui, c'est ça. On ne lui conseille pas de recommencer. Mais tu sais, c'est ça, j'imagine que ton style change quand tu écris en claquant des lignes non-stop, puis quand tu es zen. J'imagine. J'ai pas essayé, donc je ne peux pas parler d'expérience. Je m'imagine même pas, même, admettons, juste prendre une bière ou un verre de vin et aller écrire après, on oublie ça. C'est comme pas la tête à ça. Moi, je suis même pas capable d'écrire et écouter de la musique en même temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'immergent dans la musique pendant qu'ils... Moi, je suis incapable de faire ça. Là. La musique, c'est trop comme, mettons, central. S'il y a de la musique qui joue, j'écoute la musique qui joue, ça me neutralise complètement. Là. Okay. Je pense que c'est le cas de bien des musiciens aussi, là, que c'est dur de comme ça. C'est comme les gens qui sont ultra fanatiques de cinéma. S'il y a un film qui joue en background, ils vont juste se concentrer dessus. Puis, Ouais, ça, s'il y a de la musique qui joue, je me mets à suivre le rythme. En tout cas, en tout cas, ça me distrait beaucoup trop pour devenir quelque chose qui m'aide à écrire, au contraire. Peut-être si je me trouvais, mettons, une trame instrumentale, quelque chose que je suis vraiment capable de... Mais il faudrait que ça devienne quasiment routinier, que ce soit tout le temps le même truc. Puis, en tout cas, je ne vois pas pourquoi je voudrais subir ça. La même track. Ouais, c'est ça. Et sinon, par rapport à la musique, ça me fait penser, s'il y en a qui ont lu mes trucs, moi, j'aime ça quand les gens... me font remarquer qu'ils ont embarqué dans le sens du rythme, du récit, qu'ils ont été comme un peu happés par la narration, puis ça leur a donné le goût de lire la suite. Mais
c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui sort automatique de dès que tu écris une phrase, puis l'autre phrase, puis l'autre phrase, puis ils vont toutes s'imbriquer les unes dans les autres avec un tempo. Fait que pour faire ça, tout le temps en train de retravailler le texte comme si c'était une chanson. Dans ma tête à moi, un roman, même si c'est 45 000 mots, mais ces 45 000 mots-là, c'est une chanson, puis cette chanson-là, elle a un beat. Là, tu passes sur ton beat, tu relis toutes les phrases. La phrase, elle rentre-tu dans le beat ou elle rentre pas dans le beat? Elle est trop longue, cette phrase-là. Tu coupes. Faut que tu coupes un mot. Tu coupes. Je t'attends que tout pogne dans le beat. Ouais, c'est vraiment comme ça que je l'apprends. Ah, c'était un exercice intéressant. Ah, j'aime ça entendre ce genre de petits, ces petits détails-là sur les styles. C'est vraiment. Quand entre auteurs, là, on parle de nos façons de faire, là, il y a comme pas un auteur qui a la même façon de faire. La plupart du temps, quand je parle de ma façon de tout le temps être en train de relire, là, le monde me regarde comme tu sors d'où, là, qu'est-ce que tu fais? C'est donc bien de la perte de temps. Mais voyons que tu es tout le temps en train de faire ça. Mais au final, je vois pas comment je pourrais réussir sinon à avoir comme mon livre. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit des livres que c'était un page turner, admettons. Mais les pages, ils vont pas se turner tout seuls là, pour réussir à donner le goût de savoir qu'est-ce qui s'en vient ensuite, qu'est-ce qui s'en vient ensuite. C'est vraiment comme un travail de tout le temps compresser ça le plus possible pour que justement ça vienne comme un bloc que je considère parfait, mais dans le sens parfait pour moi. Là. Je ne suis pas en train de dire que le livre est nécessairement parfait, mais je te dis, moi, c'est exactement ça que je voulais que le monde dise. OK. Chaque mot est à sa place, tout est vraiment structuré. Et à la fin, là, on est vraiment justement là, quand on est dans le genre de fine-tuning, là, c'est vraiment comme on met-tu un « et » ou on retire le « et ». On est comme fin de monnaie, là, on en est vraiment rendu là. C'est correct, c'est ça qui fait en sorte qu'au final, le livre il atteint un certain niveau. Y a-t-il quelqu'un qui te relie pour voir, pour t'aider, pour te sortir? C'est sûr que j'ai une éditrice, comme tu l'utilises. Puis oui, c'est sûr qu'entre le manuscrit de départ, même si moi, quand je le remets, je suis comme, c'est écœurant. Après ça, Estelle, qui s'appelle, m'envoie comme tous ses commentaires, puis je suis comme, oh non, pourquoi j'ai écrit quelque chose d'aussi mauvais? Puis, mais dans le fond, c'est un travail à deux pour essayer d'amener le meilleur roman final. Ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de travail au départ, mais aussi encore beaucoup de travail ensuite, puis éventuellement les gens peuvent le lire. Dans des livres, mettons, il y a des choses qui ont changé. J'avais essayé d'inclure comme une histoire comme de légende en lien avec le château Vaudreuil, qui est en fait un hôtel à Vaudreuil. Puis, à un moment donné, tu rajoutes du stock, puis ça fait juste comme changer le focus sur ce que tu veux vraiment dire. Fait que des fois c'est bon d'élaguer. Ou des fois, j'avais mis peut-être des descriptions psychologiques en lien avec mes personnages, mais qui allaient peut-être être comme difficiles à saisir comme pour le lectorat cible. Fait que là, c'est comment essayer de faire saisir exactement l'émotion ou ce qui se passe entre les deux oreilles du personnage, des fois juste avec un regard, avec un geste, avec juste un adjectif, des fois, donc d'essayer que tout soit encore là, mais que le lecteur décroche jamais de ce qu'il est en train de lire. Oui, parce que c'est pas parce que tu simplifies que tu rends ça plus simpliste non plus. Des fois, c'est vraiment juste une question de rythme puis de. Oui. Mais il y a des fois, dans les critiques négatives qu'on peut recevoir, c'est sûr, peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui font des critiques négatives. Une des critiques des fois que j'ai, c'est que tantôt tu parlais des personnages. Je suis content que tu m'as dit que tout les trouvais super bien développé, parce que des fois, les gens disent que les personnages sont pas assez, ils manquent de profondeur. Et d'un autre côté, faut que tu juges le récit par rapport à ce que le récit veut faire aussi. C'est-à-dire que si c'est un roman d'action pour les ados, il ne va pas te mettre à faire 8 pages sur les états d'âme de la personne. Donc, comment réussir à faire passer tout ce que tu as envie de passer, mais tout en respectant comme, le style et ce que tu désires faire. Moi, en tout cas, je me dis,
c'est comme ça que je voulais les sortir, c'est comme ça. Puis Mais- le prochain, ça va être pas mal la même affaire. Ceux qui trouvent que ça manquait de profondeur dans les précédents, on n'aura pas tant plus dans le prochain. Donc, C'est pas tant oui. c'est pas tant une question de profondeur. Moi, ce que j'aimais, c'était plutôt une question de cohérence. Les personnages sont cohérents. Parce que ça, là, c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs sous-estiment. Tu achètes un roman, puis le personnage, à un moment donné, tu vois qu'il prend une décision pour servir l'histoire. Donc, c'est pas le personnage qui lead l'histoire, c'est plutôt le personnage qui sert le plot, là, excusez. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'est ça. Puis ça, moi, ça me fait décrocher complètement. Complètement. J'avais eu un peu une critique similaire en lien avec dans Déluge, quand il y a ses amis qui viennent les amis de Dre qui viennent dans la maison. Donc, de dire que c'était des personnages tellement secondaires qui avaient juste l'air de comme servir comme la montée de la tension, j'imagine, les effets paranormaux dans la maison. Mais d'un autre côté, moi, je me disais, je voulais que la famille soit de plus en plus isolée à l'intérieur de la maison, ce qui fait en sorte que tous les personnages externes devenaient effectivement très, très secondaires parce que, justement, comme ils sont un peu là, mais ils disparaissent bien vite, puis comme l'étau se resserre uniquement sur la famille. Fait que c'est pour ça que je ne voulais pas non plus trop me lancer sur l'ami de l'ami. Ben moi, En même temps. je n'ai pas trouvé parce que, Dre, il est là, il a ses amis, c'était naturel pour moi. S'il avait été tout seul, ça aurait fait bizarre, là, c'est lui qui introduit la nouvelle, c'est normal qu'elle n'ait pas d'amis, tout ça. J'ai pas cette critique-là. Oui, mais après, les amis, ils auraient pu revenir une autre fois, ou en tout cas. Dans ma tête, au départ, en fait, il y en avait un qui allait. Donc, Dre n'allait pas nécessairement revenir tout seul, puis il y en a un qui allait crever, mais finalement. Je n'ai pas fait crever personne. Mais il y a d'autres monde qui crève, mais pas ses amis. Mais des fois, on s'imagine des choses justement par rapport à son récit, de se dire, rendu à tel moment du récit, ça va être important de faire telle chose. Puis là, c'est ça vers quoi tu te diriges. Puis une fois rendu, t'es comme, finalement, c'est une meilleure idée. Il faut laisser aussi, faut se laisser guider aussi par le récit. Oui. Mais tantôt, là, je reviens à il y a 15 minutes. Tu as parlé des frissons, puis ça, c'était dans mes notes, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de littérature jeunesse sans parler de Goosebumps, Frissons et même Passe-Peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'était les livres dont vous êtes le héros. Est-ce que vous avez été des consommateurs de ces éditions-là? Moi, j'ai lu beaucoup de livres dont vous êtes le héros quand j'étais jeune, mais Passe-Peur, je pense que c'est un peu après moi, où ça. En tout cas, je l'ai pas, j'en ai pas lu. La même chose pour Goosebumps. Il y avait aussi, c'était lequel l'autre? Ils viennent de faire des adaptations là, de. Frisson. Oui, Frisson, mais ils viennent de faire aussi des adaptations. Fear of Street, c'est quoi? Fear Street. Fear Street, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça, simplement. Hein, Raph? Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Est-ce que Fear Street, c'est Frisson en anglais ou non? C'est quelque chose de différent. C'est un peu la même gang aussi. Ouais. Mais c'était encore avec, comment il s'appelle? R.L. Stein, c'est ça son nom? Ouais. Il a écrit plus de livres que de gens dans ma ville. C'est un gag. On a quand même pas mal de monde à Audrey, de plus en plus, mais il y en a vraiment, vraiment écrit des tonnes. Puis, non, mais j'ai vraiment juste lu les frissons, je pense. Puis, quand les premiers frissons ont commencé, puis c'était un peu la folie furieuse, mais on les achetait à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, puis j'ai donc peut-être lu du premier peut-être jusqu'au 30e, puis là, rendu là, j'étais tanné. Je ne sais pas combien il y en a en tout, là, mais après ça, je trouvais que justement, c'était un peu toujours la même histoire. Puis souvent, dans les frissons, c'est aussi, on te met une situation où il va peut-être se passer quelque chose. Qui va se passer quelque chose. Et finalement, il ne se passe rien. Oui. J'ai envie de faire la comparaison avec les harlequins. Ça, j'en ai pas lu non plus. Et donc, c'est ça. Fait que là, j'avais envie de des livres où il se passe de quoi. Fait que des fois, mes romans, même si ça s'adresse aux adolescents qui vont faire un marketing 14+,
Ben, j'ai pas peur quand même de mettre du gore ou mettre des scènes plus crunch en me disant ben, c'est là que l'histoire s'en allait de toute façon. Puis, Oui. je trouve ça important de faire vivre l'histoire au complet et non justement de faire on dirait qu'il y a une maison hantée. Finalement, elle n'est même pas hantée. C'est quoi ce punch? Genre, je suis soulagé, la maison hantée n'est pas hantée. Ben non, elle est hantée, il va se passer des affaires weird. Toi, Raph, t'en lisais-tu? Ben, moi et tout, les romans de Vous êtes les héros, ça a été une grosse partie. Là. J'ai bien trippé là-dessus jeune pour tout le temps essayer de faire des parcours différents un peu en réalisant mes livres, voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. Mais ouais, les frissons aussi, j'en ai eu quelques-uns, mais ça n'a pas, comme je disais tantôt, vu que j'ai comme pas eu de grosse phase roman horrifique ou whatever, ça ne m'a pas particulièrement marqué. Je me rappelle en avoir lu ce qu'il y en avait à la bibliothèque de mon village, mais c'est ça, je pourrais pas vraiment te nommer une expérience marquante à ce niveau-là pour moi. Là. Mais toi, je sais que t'en as. Tu les collectionnes encore? Mais non, pas tant, en fait. Mais Passeport, oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ils en ont fait juste quelques-uns. J'avais bien aimé ça. Frisson aussi, j'en avais lu quelques-uns, mais les Goosebumps, mon problème, c'est que je les lisais en 45 minutes. C'est ridicule, là, tu sais. Donc là, mes parents disaient, ben, ça vaut pas la peine que j'y achète un livre à 12$ puis que dans une heure, elle l'a terminé, là. Donc, Ouais. c'est un peu ça le problème, là. Donc, on va payer un billet de cinéma puis dans 1h30, c'est fini. Effectivement, c'est ça. Tu parlais tantôt de justement qu'est-ce que c'est la maison est hantée, non, finalement, elle n'est pas hantée. Puis là, toi, tu mettais plus un petit peu plus gore, justement. Y a-t-il des thèmes qu'on devrait éviter, donc, ou des mises en scène, le sang, ou je sais pas, y a-t-il un truc que tu dis, OK, non, ça, c'est un roman pour adolescents, je touche pas à ça. Mais quand c'est un roman pour ados, ce qui est en lien avec plus avec le sexe, ça va difficilement passer. Là, c'est surtout, admettons, pour que le livre soit dans les écoles, qu'il y ait des profs qui l'utilisent. Je pense que c'est là que ça peut coincer. Puis quand j'ai écrit Infecté 1, quand je dis laisser l'histoire aller où elle se dirige, à un certain moment, tu sais, les jeunes, bon, on est au lendemain de l'apocalypse, là, tout le monde est mort à peu près. Ils croisent un soldat qui est un peu comme un héros là, qui vient les aider, mais rapidement, ils se rendent compte que le héros a peut-être en tout cas, d'autres idées derrière la tête que juste les sauver. Et, en écrivant ça, moi, je me disais, si ça arrive pour vrai, l'homme va être aussi dangereux pour l'homme à un certain moment. Puis, un gars qui se promène avec un fusil va peut-être être très, très, très dangereux. Ouais. Et encore plus si tu es une adolescente de 17 ans, mettons. Donc, j'ai inclus dans l'histoire cette espèce de fait que le soldat est vraiment, vraiment pas correct avec Camille. Là, j'utilise un euphémisme. Mais il y a des gens qui m'ont justement reproché là, cette scène de quasi-viol. Dans le fond, dans le récit, il ne se passe rien vraiment, mais on sait que c'est ce vers quoi que ça s'en allait. En me disant, c'est pas nécessairement que ça n'a pas sa place dans du roman jeunesse, mais que si j'avais voulu en faire une thématique, il aurait fallu que je le développe davantage, ou du moins que j'avertisse vraiment mon lecteur que ça s'en venait pour pas trop le brusquer. Mm-hmm. Mais en tout cas, d'un autre côté, moi, de mon point de vue, je me dis, bon, je faisais un portrait du soldat avant. Dans le récit, je fais souvent des portraits de personnages qui vont souvent crever le peu de temps après que je les ai présentés. Mais dans son cas, bon, puis son portrait, c'était vraiment un portrait assez clair de la masculinité toxique. Mm-hmm. Et après ça, comme après la scène, elle s'est coupée à la main Camille en lui smashant une bouteille d'en face. Puis il demande si elle est correcte. Elle dit oui, c'est correct, il y a des blessures qui se passent. Mais c'est comme quand même,
les petites phrases comme ça qui laissent sous-entendre que c'est Ouais. pas nécessairement une exploitation, comment je pourrais dire, de choquer pour choquer. Là. En tout cas, il y a quand même du message derrière ça. Mais bon, ça n'empêche pas que je peux comprendre que le sujet est sensible et que certaines personnes ont trouvé que c'était déplacé ou too much. Mais d'ailleurs, c'est un roman de zombies, il y a des intestins qui traînent à terre, c'est sanglant, tout le kit. Il n'y a jamais personne qui me dit que non, il y a donc bien du sang dans ton affaire. Mais dès que c'est de l'horreur un peu réaliste, comme au début, il y a comme un père en train de promener son enfant, puis on va, hey, on va aller voir le train, puis là, le train déraille, puis tout le monde crève. Et là, les ados, les autres, ils font pas trop, genre, comme, le père et le bébé mort avec le train, mais il y a des adultes qui sont comme, mais Seigneur, pourquoi c'est ça, t'as mis en scène, mais ça, j'ai mis en scène parce que justement, c'est ça qui va te faire comme, te dire, hey boy, si ça arrive, comme, Ouais. c'est pas juste BDS là, de se faire mordre par un zombie. Il faut aussi avoir des dérèglements de train, il faut aussi avoir ci, il faut aussi avoir ça. Puis ça va atteindre tout le monde. Il n'y a personne qui nécessairement s'en sort. Là. Même si c'est un jeune papa qui balade son bébé, mais ça se peut que tu ne survives pas à la fin de la journée. C'est que ça touche à quelque chose qui est comme une espèce de peur un peu universelle aussi, là, que c'est justement, on se figure ça plus facilement que de se faire attaquer par un zombie en colère. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais moi, je tenais à mettre des scènes d'horreur réalistes à l'intérieur de ça. Puis quand on me dit qu'il y a des affaires qui étaient peut-être un petit peu trop crunch pour un roman pour ados, on parle toujours de l'horreur réaliste et non de l'horreur fantastique. Fait que, mais en tout cas, moi, je tenais à faire ça, notamment pour comme. Je trouve souvent que quand on traite les zombies dans la littérature jeunesse, c'est un peu comique. C'est quasiment de la comédie. Là. On s'est tous dit, hey, Shaun of the Dead, c'était vraiment le fun, je vais faire la même chose. Là, les zombies, ils sont drôles, ils pissent à terre, puis la tête arrache, puis Mais moi, je voulais vraiment faire un roman d'horreur. Puis dans un roman d'horreur, il y a des bouts un peu crunch. J'ai l'impression que le sujet des enfants va toucher plus les adultes que les adolescents, parce que je trouve que les adolescents ne sont pas tout à fait sortis de cette phase-là. Ils n'ont pas le détachement de un enfant, c'est innocent, c'est fragile. On dirait qu'ils ne l'ont pas encore, peut-être. Ben, j'ai une élève qui visait justement Infecté. Puis elle me dit, dans Infecté 2, je fais des portraits de zombies un peu. On croise des zombies, mais tout d'un coup, on a un espèce de portrait sur qu'est-ce qu'il était avant d'être un zombie, ce qui vient humaniser le zombie un peu avant qu'il y ait la bataille, mais que ce ne soit plus juste comme une créature dont on peut trancher la tête sans se préoccuper de qui c'était cette personne-là quand c'était un être humain. Puis elle me dit, mais pourquoi tu as fait la scène du monsieur qui demande en mariage sa future femme au moment où il se transforme en zombie? C'est bien cruel. J'étais comme, c'est un peu cette cruauté-là qui m'intéressait de la scène. Là, tant qu'à faire la scène de quelqu'un qui se transforme en zombie, aussi bien que ce soit comme un moment charnière de sa vie. Puis là, il y a ça qui se passe. Dans le premier, j'en avais un où le prêtre qui est en train de donner la messe. D'un coup, les portes de l'église ouvrent, puis les zombies sautent sur tous les fidèles. Mais quand lui vient pour se faire mordre, il y a des pensées un peu, des questionnements théologiques là, de se dire comme est-ce qu'il s'en va rencontrer son Dieu ou est-ce qu'il s'est trompé toutes ces années-là? C'est comme un peu rough là, d'une certaine façon pour. Si tu mets du point de vue du curé de remettre en question toute une vie à l'intérieur du roman, mais moi, c'est quand même ça qui m'intéresse, là, de mettre dans le personnage il est sur une ligne, puis là, maintenant, est-ce qu'il va tomber dans le ravin? Super. Ben, est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Chloé? J'ai envie d'une dernière question. Super. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un auteur qui vous a marqué plus jeune? C'est sûr qu'on parlait de Stephen King tantôt. Moi, c'est vraiment Stephen King qui m'a marqué. Puis là, maintenant que je me suis dit, hey, quand j'étais jeune, je lisais juste la lecture horreur, peut-être qu'il y a d'autres jeunes qui seraient accrochés à la lecture à travers ça. Ben, je veux pas, j'ai des mécanismes
que j'utilise d'écriture qui viennent clairement de Stephen King, même sans le réaliser ou le vouloir. Puis dernièrement, en relisant ça, j'étais comme wow! Je voyais plein de petits liens que je pouvais faire à partir de trucs que j'ai écrits en me disant, et ça, c'est comme dans mon subconscient. Là, de c'est mon des choses que tu as intériorisées dans le temps. Ouais, moi de 12-13 ans qui a lu ça, qui a placé ça quelque part dans son cerveau. Là, quand je suis en train d'écrire, puis je suis comme, waouh, hey, c'est donc bien écœurant, cette idée-là. Puis je suis comme, ouais, finalement. Finalement, il y avait un petit côté de Stephen King là-dedans, mais ouais, c'est correct aussi. Mais juste pour dire donc qu'il m'a influencé à ce point-là. Puis là, le manuscrit que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a quelque part un petit message dans mon cerveau qui s'est dit tu devrais aller relire un livre de Dean Koontz qui s'appelle Les yeux foudroyés. C'est celui-là? Oui, c'est ça, Les yeux foudroyés, Twilight Eyes en anglais. Qui, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que je suis en train d'écrire, mais veux pas, ça m'a comme permis de défaire des nœuds que j'étais en train de créer dans mon manuscrit, puis de me dire qu'il y avait quand même la petite voix dans mon inconscient, il y avait quand même quelque chose en lien avec ça, puis qu'il y a aussi l'influence de Dean Koontz un peu. Pas tant dans la narration, parce que en le relisant, je me suis rendu compte à quel point le gars il est très, très, très descriptif. Puis c'est vraiment pas le genre de rythme que j'écris en ce moment, mais par rapport aux thématiques. Il y a une couple de trucs là. Ouais. J'ai bien fait de le relire, mais c'est une autre influence déjà. Ouais. Toi, Raph, un auteur. Ben, je l'ai déjà parlé au podcast, mais c'est un peu plus tardif, là, c'est vers la fin de mon adolescence. Mais quand j'ai découvert Anne Hébert, moi, ça a vraiment comme pas mal changé mon approche. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti étudier en littérature à l'université. Anne Hébert, qu'on ne soupçonne pas des fois qu'elle fait des trucs assez horrifiques, mais ouais, il y a des trucs pas mal trash dans son œuvre. Il y a même des affaires qu'on ne soupçonnerait pas. Elle a un livre que c'est des vampires, elle a des affaires de tueurs, des affaires, ça va dans tous les sens. Mais ouais, moi, vraiment, en lisant Kamouraska, en lisant Les Fous de Bassan, en lisant Eloï, justement, sur les livre de vampires, ça a comme vraiment déclenché quelque chose chez moi. Puis, moi, j'étais étudiant en littérature québécoise aussi, donc ça a vraiment éveillé quelque chose en moi, clairement, de découvrir Anne Hébert. Un peu par hasard, en s'accordant des affaires de profs, justement, à quel point les profs peuvent être marquants, qui font lire des affaires. Elle nous avait fait, je pense, une nouvelle à la base qui faisait partie du torrent, je pense. Là. Puis une des moins trash, là, I guess. Je me rappelle plus c'était laquelle exactement. Mais ouais, ça a été un petit départ pour moi, puis qui m'a donné vraiment le goût de la littérature, de la littérature d'ici, de la littérature québécoise aussi. Toi, Chloé? Moi, j'ai envie de parler de Christine Brouillette parce que, en fait, je l'avais rencontrée en vrai, je devais avoir 10 ans peut-être. Puis je venais de lire Le Collectionneur, qui est clairement pas un livre pour les enfants de 10 ans, mais mes parents, ils regardaient pas ce que je lisais. Fait que c'était correct, tu sais. Puis j'étais allée la voir au Salon du Livre, puis je voulais écrire, tu sais, j'avais toujours aimé raconter des histoires, écrire des histoires, puis je voulais poser, tu sais, demander des trucs, puis j'étais trop gênée. Fait que là, j'arrive avec mon petit livre, puis là, j'y donne, puis là, ma mère qui me dit « T'avais pas une question, là? Il posait le pose ici ta question. » Fait que du haut de mes 10 ans, « Ça fait-vous des trucs? » Puis elle m'avait dit « Ben, fais un plan, tu sais, fais ton plan, puis fais tes personnages, puis tout ça. » Puis après ça, bon, j'ai étudié en création littéraire. Je n'ai jamais vraiment publié, mais j'écris encore. J'ai un club d'écriture, puis je l'ai revu l'année dernière au Salon du Livre. Puis je suis allée la voir, puis j'ai raconté mon histoire, puis ça a été comme touchant. C'est une petite madame extraordinaire. Excusez, une petite madame, c'est un peu suivant. Une femme extraordinaire. Puis, oui, c'est ça. Voilà, elle m'a marqué par ses livres, mais aussi par son attitude envers ma petite moi de 10 ans. Cool. Bon, mais je pense on peut conclure ça là-dessus. Marc-André, est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler, plugger? On a parlé de tes livres, mais y a-t-il autre chose qui s'en vient? Ouais, ben, je pense pas qu'il y a des trucs qui s'en viennent dont on n'a pas parlé. Il y a peut-être, comme je disais,
l'idée de l'adaptation BD, mais tout ça, c'est comme c'est pas sûr encore, c'est pas fait. Parce que si jamais ça arrive, vous rappellerez que vous l'aurez entendu ici en premier. Oui, voilà. Donc, super. Sur ce, ça va mettre fin à notre épisode. On vous encourage à vous plonger dans la bibliographie de Marc-André Pilon. Si vous avez des jeunes aussi que vous côtoyez à la maison ou dans votre vie, n'hésitez pas à les recommander. C'est du super bon stock. Puis sinon, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode qui sortira quand il sortira. Super. Salut. Ciao.